Affinités électives. Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons fêter les 400 ans de La Fontaine en relisant les fables en compagnie de l'un de ses admirateurs. Il s'agit de Michel Serres, philosophe et historien des sciences, membre de l'Académie française, qui n'a cessé de fréquenter l'écrivain tout au long de sa vie. Malheureusement disparu en 2019, il a laissé un projet de livre inachevé sur le sujet. Ce sont ces feuillets inédits que Jean-Charles Darmon a travaillé pour publier enfin cet essai aux éditions du Pommier. Bonjour Jean-Charles Darmon. Bonjour. Jean-Charles Darmon, vous êtes professeur de littérature à l'École normale supérieure de Paris. Vous-même avez beaucoup écrit sur La Fontaine et vous allez nous partager la pensée originale de Michel Serres sur ce sujet. C'était finalement plus qu'un lecteur, nous allons le voir, c'était un véritable compagnon de route de La Fontaine. Alors, nous savons que Michel Serres s'intéressait à de nombreux écrivains. Il a beaucoup cité Jules Verne. Pourquoi La Fontaine ? C'est une question tout à fait passionnante. Pourquoi La Fontaine ? Il donne en partie la réponse dans le livre. Pour lui, la fable renvoie à quelque chose de fondamental. Et les fables de La Fontaine constituent, selon lui, en outre, un des sommets, à la fois de la pensée et de la langue. Il dit l'optimal arrangement du langage et des choses, dans le vers de La Fontaine. Alors, effectivement, il a écrit sur beaucoup d'autres auteurs, ou en tout cas, il a convoqué très souvent d'autres auteurs. On a en tête Jouvence de Jules Verne, dont vous y avez fait allusion. C'est un très beau livre sur les rapports notamment entre littérature, science, philosophie. Bon. Et là, on pourrait dire qu'on a une sorte de jouvence de La Fontaine, parce que c'est à la fois un livre somme, un livre où Serres va condenser, synthétiser un grand nombre de thèmes qui lui sont chers, en dialogue avec les fables. Donc un livre d'une certaine manière, de la maturité, on peut dire, de Serres, où tous ces thèmes sont parvenus à maturité. Et en même temps, c'est un livre d'une grande jeunesse. C'est ça qui est étonnant. Serres nous a quittés, et en même temps, c'est un livre où on a l'impression qu'il recommence à chaque fable. Un peu comme La Fontaine donnait l'impression de recommencer à chaque fable, à partir d'une sorte de position nouvelle, en quelque sorte. Voilà. Donc, Alors, Michel Serres compare l'ensemble des fables à un arbre. Il y a vraiment cette métaphore organique. Et elles ne remplissent pas toutes la même fonction, ces fables, mais toutes participent au même élan vital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image et la façon dont les fables fonctionnent les unes par rapport aux autres ? C'est une des questions qui a traversé toute la réflexion de Serres sur La Fontaine. Alors ce livre, comme vous le savez, est issu d'un grand nombre de fichiers auxquels j'ai eu accès, une bonne centaine de fichiers. Et dans ces fichiers, il y avait des morceaux de cours qu'il faisait dans les grandes universités américaines, en particulier à Stanford, des projets de livres, les projets d'un livre sur La Fontaine, mais il ne savait pas exactement quel titre il allait lui donner. Et effectivement, très souvent, la question de l'organisation des fables, le livre des fables comme organisme, est posée par Serres. Comment s'organisent ces fables ? Comment elles croissent ensemble ? Alors, ce qui est très beau, c'est que pour Serres, il y a dans chaque livre des fables une sorte d'organisation vivante, avec des fables qui renvoient à une sorte de réseau, de pensée en réseau. Voilà. Comme si La Fontaine construisait des balances, des balances
entre différents types de relations humaines et animales, des relations concernant ces bêtes que nous sommes, ces animaux humains que nous sommes. Quelles sont ces relations? Il y a les relations de prédation, où les plus forts mangent les plus faibles, après les avoir dupés en général. Il y a les relations de parasitisme, et Serre donne une importance considérable au phénomène de parasitisme, qui selon lui est un phénomène majeur, aussi bien pour le vivant, en ces temps de pandémie on y est sensible, que pour les relations sociales, pour même les institutions sociales. Il dit d'ailleurs que c'est un phénomène négligé par la sociologie. Il y a consacré un livre. Voilà, il y a consacré un livre magnifique où La Fontaine est au cœur du dispositif, le parasite. Et au-delà de ces relations de prédation, de parasitisme, il y a aussi des moments où certaines fables, dans cette balance, essaient entre les forces qui nous traversent, construisent aussi des échanges plus équilibrés. Mais parfois déséquilibrés. Et même des contrats. Il y a des moments où les bêtes forment des contrats. Ce qui fait dire à Serre que les fables décrivent le processus de l'hominisation. Comment de bête on devient homme. Comment nous quittons, comment nous nous élevons au-dessus de notre statut de bête, prédateur ou parasite, pour essayer de devenir davantage des hommes. Mais évidemment, cette progression n'est pas linéaire. Elle est faite de régression. Sans cesse, la bête en nous réapparaît de telle ou telle manière. Sans cesse, il y a des déséquilibres qui se créent entre les figures de l'échange réglé et les figures, au contraire, du parasite, par exemple. Et sans cesse, les contrats que nous passons les uns avec les autres sont soit des contrats contre nature, soit des contrats totalement illusoires et déséquilibrés. Et donc, il montre comment chaque livre des fables constitue une sorte de schéma, une sorte de réflexion, comme une balance, dit Serre, comme une balance délicate entre toutes ces forces. Voilà, donc, mais de manière extrêmement vivante, évidemment. Certainement pas de manière claire et distincte, de manière normative. Chaque livre des fables ressemble à un jardin. Il y a ce très beau chapitre. Pourquoi les hommes se transforment-ils en bêtes ? Alors ça, c'est effectivement une très très belle question. Alors qui prend place au sein de deux grandes problématiques de Serre. Première problématique, c'est ce que j'ai appelé sa théorie de la fable. Serre montre que les fables, ou pense que les fables, nous permettent de remonter à ce qu'il appelle des postures, que les animaux figurent en nous, emblématisent en nous. Depuis les origines, depuis très longtemps, bien avant Ésope. D'après lui, ça remonte jusqu'au totémisme, c'est-à-dire le fond des âges. Voilà, le fond des âges. Comment c'est en imitant l'homme, en imitant l'animal, que les hommes apprennent à devenir eux-mêmes, à travers ces emblèmes animaux. Et donc, ça, c'est le premier ensemble de textes très beaux, que j'ai appelé palimpseste. Mais il y a un deuxième ensemble de textes dans ce livre qui est consacré à la métamorphose. C'est-à-dire qu'à travers les fables, nous nous métamorphosons en permanence en passant d'une figure animale à une autre. Nous devenons renard, puis loup, puis fourmi, puis cigale, puis ours, en étant à la fois tout cela. Chacun d'entre nous porte en lui une sorte de ménagerie ou de basse-cour. C'est pour ça que Serre dit qu'il n'aime pas trop les études sur La Fontaine qui le réduisent à son contexte, c'est-à-dire une critique politique de la cour de Louis XIV. Pour lui, la cour de Louis XIV n'est en quelque sorte qu'un cas particulier de la basse-cour que chacun d'entre nous porte en lui. Et donc, comment les hommes redeviennent-ils bêtes ? Précisément parce que
il se fige autour d'un trait dominant, très souvent, au lieu d'accepter toutes ces possibilités offertes par la multiplicité des fables. Qu'est-ce que c'est que la bêtise, dit Serre, c'est le moment où l'homme se fige autour d'une attitude qu'il reproduit presque mécaniquement. Et il va interroger des fables magnifiques, comme les Compagnons d'Ulysse, où La Fontaine, en suivant un épisode d'Homère, montre comment les matelots d'Ulysse, transformés en bêtes, en pourceaux, par Circé, la magicienne, refusent de redevenir hommes. Et La Fontaine les fait parler, après Machiavel, après Plutarque, en leur disant qu'au fond, leur condition de bête est très supérieure à ce qu'ils connaissaient quand ils étaient hommes. Ils font la critique de l'humanité. Et Serre va produire sa propre fable autour de la fable de La Fontaine, en montrant comment, d'une certaine manière, on n'a pas besoin du breuvage de Circé. Il suffirait que les hommes, même si les compagnons d'Ulysse redevenaient hommes, ils redeviendraient bêtes par la force des choses, en quelque sorte. Voilà. Donc, effectivement, c'est une question qui rebondit à travers toute sa lecture des fables sur le fait qu'il y a des forces d'hominisation, en quelque sorte, qui en nous, à chaque instant, luttent en permanence avec des forces qui nous poussent vers des formes de bêtises, qui n'identifient pas du tout à l'animal. Attention, parce que La Fontaine, en même temps, est très sensible justement à l'âme des bêtes contre les animaux machines des cartésiens. C'est un grand débat à l'époque. C'est un grand débat, très important, et on n'en est pas sorti, imaginez-vous. La question du rapport de l'homme avec l'animal, comme si l'animal était une machine. Voilà. Nous en arrivons à une dimension importante des fables de La Fontaine, qui est celle de l'initiation. Et c'est finalement ce mouvement de devenir homme. Comment cela se manifeste-t-il dans les fables, ce chemin d'apprentissage ? Alors, Serre, d'abord, en premier lieu, dans sa théorie de la fable, accorde une importance considérable au pouvoir mimétique des fables. Les fables, depuis la petite enfance, même quand on ne comprend pas tout dans une fable, quand on est enfant, nous permettent, à travers ces figures animales, de mimer le monde, de mimer des situations particulières dans le monde, qui sont, dit Serre, comme une sorte d'alphabet de notre vie morale. Les fables nous aident, en quelque sorte, en permanence, à mimer et à comprendre en mimant. Comme si le mimétisme et l'intellection, c'était un peu la même chose, ou relever du même processus dans les fables. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, ces fables, en nous apprenant à mimer, nous apprennent aussi, dit Serre, à nous transformer, à passer d'une situation à l'autre, d'une figure à l'autre, de ne pas nous empêtrer dans un trait dominant ou dans une morale toute cuite, toute faite. Ce sont des petits récits et il convient... Et lire les fables, c'est passer d'un îlot à l'autre. Ce sont comme des petits îlots, en activant des liens entre tous ces îlots, si vous voulez. Et c'est se construire son propre chemin, son propre cheminement. Les fables ne nous livrent pas une sorte de morale toute faite. Les fables nous livrent beaucoup de moralité, mais qui ne sont pas toujours le dernier mot de la fable. La fable dit toujours plus que sa moralité. Et puis surtout, chacun d'entre nous a une façon particulière de relier tout cela. Et Serre dit que l'objet de son livre, c'est de faire un peu baisser la mer entre ces îlots. La mer tumultueuse de notre propre
vie, de nos propres désordres. Et elle nous permet aussi, pour répondre plus précisément encore à votre question, d'articuler ces forces cruelles, ces forces très noires qui hantent l'humain. Il n'y a rien de plus noir que certaines fables de La Fontaine, rien de plus pessimiste. Comment les articuler aux quelques fables qui nous disent le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour, ces puissances d'apaisement, et donc qui nous rendent un peu plus humains. L'humain, dit Serres, n'étant jamais achevé. On n'est pas encore tout à fait des humains. C'est un processus. Et donc les fables, en quelque sorte, nous invitent à construire, à élaborer à la fois des balances, les balances subtiles de la vie morale, et un acheminement personnel, qui font des fables des exercices, de véritables exercices moraux, de véritables exercices éthiques, et pas simplement des jeux mondains ou des jeux avec la mémoire, puisqu'on a fait de La Fontaine, à juste titre, un objet patrimonial. La Fontaine, c'est la France, on a cessé de le répéter, mais ça ne suffit pas. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un processus, un processus de lecture, de relecture, de culture de soi. Voilà, on se cultive en cultivant une fable ou plusieurs, et elle n'aura pas le même sens en différents moments de la vie. Et finalement, le premier exemple, c'est Michel Serres lui-même qui Absolument. a évolué, qui a bougé avec cette idée de mouvement par les fables. Qu'est-ce qui peut résulter de ces lectures des fables dans sa propre vie, dans sa propre pensée ? Alors effectivement, Serres n'a cessé d'évoluer. D'ailleurs, il est question parfois dans le livre d'étapes antérieures de sa réflexion sur La Fontaine. Il y a là des fils qui se nouent, mais des fils qui viennent d'autres livres, qui viennent de sa période, les livres qu'il avait écrits qui s'appelaient Les Hermès, la série des Hermès, publiée aux éditions de Minuit. Au tout début de sa carrière. Et c'était de très beaux livres, mais qui étaient marqués véritablement par une volonté structuraliste, d'établir des structures de domination, les structures de pouvoir. Et là, les fables constituent de formidables modèles. Il y a des fils qui remontent jusqu'au Parasite, le livre dont vous parliez tout à l'heure, où Serres essaie de théoriser, de construire véritablement un modèle, et on le lui doit, des relations parasitaires dans la société. Et La Fontaine, aux côtés de Tartuffe, Tartuffe, ça signifie truffe, non, un parasite, et de quelques autres figures, mais surtout La Fontaine, permettait d'élaborer un modèle du parasitisme. Et puis il y a eu d'autres livres qui n'ont cessé de qui dialoguent aussi avec ce La Fontaine. L'admirable livre de Serres qui a pour titre Le Contrat naturel, justement, et dont on trouve ici de très belles illustrations à travers certaines fables, et des livres encore plus récents dialoguent avec ce livre. Voilà. Et donc Serres, au fond, n'a cessé de mûrir, de voir mûrir sa pensée, de la diversifier au contact de sa propre lecture des fables, qui elle aussi a évolué. Alors pourquoi est-ce que ça me paraît, vous vous dites, ça c'est une question redoutable, que faire des fables dans notre vie? Alors ça, je ne peux pas donner de réponse globale. Peut-être que je dirais ceci. On est dans un moment où le mot humanisme, qu'on a beaucoup galvaudé, qu'on a beaucoup simplifié, peut être parfois dévalorisé. Parce que ça semble renvoyer à quelque chose d'un peu suranné, d'un peu ancien, d'un peu momifié. Et il y a même un personnage, je crois, de Michel Houellebecq dans Soumission qui dit
que quand il entend le mot humanisme, il a une légère envie de vomir. Et il me semble que ce qu'on voit dans ce livre, dans ce La Fontaine de Serres, c'est peut-être justement ce que peut être une nouvelle forme d'humanisme, hein, qui renoue avec ce qu'il y a de plus ancien dans les sagesses humaines, mais pas en se moquant de ce que l'époque, en dévalorisant l'époque présente, hein, sur le mode du « c'était mieux avant ». Voilà. Mais qui permet un humanisme en quelque sorte à la fois extrêmement lucide, hein, sur la noirceur de l'être humain, et sur sa bêtise constitutive, sur la férocité qu'il habite, mais qui en même temps voit en l'homme sa puissance de métamorphose, voit en l'homme sa puissance de métamorphose, de transformation, entre le plus ancien et le plus récent, entre le plus ancien et le plus actuel. Voilà. Et je crois que Serres est une figure assez admirable, hein, de cela. Hein, ce n'est pas un moderne au sens étroit du terme, c'est-à-dire qu'il fait un peu table rase de ce qui précède, comme une histoire des errances, hein, de l'esprit humain ou des erreurs de l'esprit humain. Au contraire, Serres voit dans les fables les plus anciennes des matrices pour nous renouveler en permanence, hein, devant la complexité du réel, hein, la complexité la plus récente, la plus actuelle, hein, du monde qui nous entoure. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais tout à fait. Et peut-être pour finir, dans ce livre, vous signalez des fables, vous les mettez même en entier, ou des textes de La Fontaine qui ont souvent été cités ou travaillés par Serres. Est-ce que vous pourriez juste nous en citer une, un peu en cadeau, comme une invitation à la découverte ? Vous voulez dire lire une fable ou citer La citer, et pourquoi pas lire quelques vers de cette fable ? Alors, très volontiers. Peut-être, il ne faudrait pas qu'elle soit trop longue. Il y a dans le livre de Serres un livre dans le livre consacré à la laitière et le pot au lait. Et Serres va construire une variation éblouissante sur l'argent comme puissance de métamorphose, hein, en rapport avec la question de la métamorphose. Donc peut-être que je vais vous lire, vous la connaissez par cœur, mais je vais la relire. La laitière et le pot au lait. Perrette sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé, sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-il, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous.
Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean comme devant. Eh bien, un grand merci Jean-Charles Darmon de nous avoir lu cette fable et de nous avoir partagé la pensée de Michel Serres sur La Fontaine. J'espère que cela nous aidera tous à bouger intérieurement. Je rappelle le titre de votre livre, cet inédit que vous éditez aux éditions du Pommier. C'est donc Michel Serres, La Fontaine. Un grand merci et à bientôt. Thank you.